Je vais dire au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que la réforme de la justice et l'amélioration de la justice, je dirais, fait partie de ses priorités. Et ceux qui suivent l'actualité judiciaire savent, l'actualité de la chancellerie savent mieux que moi que le ministre tient beaucoup à impliquer tous les acteurs dans le processus de réflexion en vue de trouver des solutions meilleures pour rendre notre justice beaucoup plus efficace. Et mon doyen, la maman Falso, qui est à mes côtés, ne me démentira pas parce qu'elle fait partie des personnes ressources qui sont exploitées en vue de donner leur expertise pour trouver des pistes qui vont dans le sens d'améliorer la justice. Parler de l'état des lieux de la justice à cette période et des défis et difficultés n'est pas un exercice facile. Mais j'avoue que cette réflexion a été entamée depuis très longtemps au niveau de la chancellerie, bien avant même l'arrivée de l'actuel garde des Sceaux, mais la cadence a été accélérée depuis qu'il est nommé à la tête donc, du département de la justice. Je veux parler du ministre professeur Ismaïla Madior Fall, pour qui le connaît, son attachement et ses convictions par rapport au droit est infaillible. Et en tout cas, il manifeste chaque jour sa volonté de pousser, en tout cas d'apporter son expertise pour que la justice s'améliore. Pour parler des défis actuels de la justice et des difficultés qu'on rencontre, l'exercice qui a été mené au niveau de la chancellerie pour identifier les pistes de réflexion, moi je peux les résumer ici, sans pour autant rassembler tous les points en 4 parties. La première partie porte sur l'accès à la justice. Et celui qui m'a précédé tout à l'heure en a parlé. Nous sommes conscients depuis très longtemps que l'accès à la justice est un palier important à l'accès au droit. On ne peut pas accéder au droit sans pour autant passer par la justice. Et sur ce plan-là, des réflexions ont été menées et une grande réforme a été envisagée et réalisée depuis 2017 qui consistait à se départir d'une formule qui consistait à l'époque à faire un TGI, une région. Un seul TGI, une région. Depuis la nouvelle carte judiciaire qui est initiée et qui est en train d'être mise en œuvre, on a installé au moins 2 TGI au niveau du Sénégal. Le TGI, c'est le tribunal de grande instance, comme à l'image des tribunaux de grande instance qui existent dans les pays de système du civil law. Donc, un TGI, un tribunal de grande instance a été installé à Pikine Guédiawaye, dans la même région de Dakar, qui va seconder et permettre de respirer les magistrats qui officient au niveau de la juridiction du TGI de Dakar. Le second tribunal de grande instance a été installé à Mbour. Pour ceux qui connaissent Mbour développe un contentieux foncier, un contentieux civil, commercial et pénal très important, au point que Thiès ne pouvait plus, en tout cas, gérer tout le contentieux généré par le département de Mbour, qui fait partie de l'une des plus grandes villes actuelles du Sénégal. L'accès à la justice également a permis de développer davantage ce qu'on appelle les maisons de justice, qui sont des modes alternatifs de règlement des conflits. Et au moment où nous parlons, tous les départements presque du Sénégal sont pourvus de maisons de justice. Et ça a permis au parquet, en tout cas, de décongestionner les parquets en confiant certaines affaires, qu'on appelle des affaires de famille ou des affaires minimes, que ces affaires soient traitées par ces maisons de justice qui sont très proches de la population. Donc, l'accès à la justice est en train en tout cas d'être une réalité à travers toutes les actions réalisées pour rapprocher davantage la justice du justiciable. Sur le second point également, nous avons identifié qu'il y avait lieu d'améliorer l'environnement des affaires, la sécurité juridique et judiciaire. Nous sommes dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans des pays en voie de développement, nous avons toujours besoin de l'investissement étranger et nous devons rendre notre système attractif par rapport à ces investissements. Et c'est la raison pour laquelle, toujours dans le cadre des réformes qui sont envisagées et qui sont en train d'être mises en œuvre, nous avons installé, ça fait 2 mois, un tribunal de commerce, ici à Dakar. Un tribunal de commerce qui est dirigé par un magistrat, mais où officient des juges consulaires qui sont des commerçants. Et c'est par rapport à leur volonté, c'est par leur volonté que ce tribunal a été mis en place, bien entendu avec le soutien des partenaires au développement comme l'AFD et l'Union européenne. Qu'est-ce que disaient les commerçants? Nous avons des contentieux civils qui vont au tribunal, qui font 10 ans avant le dénouement de l'affaire. Nous ne voulons plus de cela parce que le commerce est caractérisé par la rapidité, la technicité et surtout la rapidité. Une procédure qui dure 10 ans peut faire péricliter une entreprise avec tout ce que tout cela comporte comme conséquence en termes de perte d'emploi ou de perte carrément de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle l'accent a été mis de mettre une justice commerciale spécialisée, avec des juges spécialisés, mais également avec des acteurs du métier qui vont participer au processus de délibération et de prise de décision. Donc voilà un des axes parmi tant d'autres qui a été identifié et réalisé pour améliorer l'environnement des affaires et rendre plus sécurisé, en tout cas, le système judiciaire. Pour le troisième point, pour rester dans le temps, nous avons identifié l'amélioration des conditions de détention. Parce que, également, c'est un des paramètres très importants en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous sommes dans des pays qui sont, en tout cas, très sous-développés en termes de parcs pénitentiaires. Nous avons des prisons qui datent de longtemps. Mais depuis une dizaine d'années, le gouvernement est en train quand même de mettre en place des infrastructures pénitentiaires. Et dans les réalisations, au cours de l'année 2017, tous les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal ont connu des réhabilitations ou l'aménagement de quartiers spécifiques, soit pour les femmes, soit pour les enfants détenus avec les mères, ou des quartiers hommes qui sont élargis. Et la dernière, c'est l'inauguration d'un quartier homme à Thiès, à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, qui comporte plus de 250 places. Et à côté, un quartier femme qui a été aménagé et ouvert. Et dans ce quartier, on a également prévu la place des enfants détenus avec les mères, mais également la mise en place de systèmes de formation au métier de décoration pour les femmes qui sont détenues afin de les occuper pendant le temps de leur détention. Donc, pour résumer, en termes d'amélioration des conditions de détention, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en termes de construction. À côté de cette instruction, de ces constructions, on a remarqué, et c'est vérifiable dans le budget de l'année 2018, le pécule journalier du détenu est passé de 600 francs en 2012 et aujourd'hui ce pécule est à 1023 francs. Il y a un collègue qui m'a taquiné qui me disait est-ce qu'il ne vaut pas mieux maintenant d'aller en prison parce qu'il y a des ménages qui n'ont pas 1000 francs par jour. Le pécule est maintenant passé pour chaque détenu à 1023 francs avec également des actions qui consistent à mettre en place des systèmes biogaz pour faciliter la respiration des détenus. Et récemment, nous avons réceptionné au niveau de la maison d'arrêt de correction de Rebus un fauteuil dentaire d'un montant de 10 millions qui a été offert par Rotary Club. Et ce fauteuil dentaire a permis quand même de faire face à cette deuxième pathologie de la détention, qui est les maladies dentaires qui viennent juste après les maladies dermatologiques en milieu carcéral. Donc voilà tant d'efforts qui ont été réalisés, mais quand même, j'avoue que des efforts restent à faire et que le ministère est en train de travailler dans ce sens. Comme dernier point, qui est le point le plus suscité et le point le plus débattu, c'est l'indépendance de la justice. Je ne répéterai pas ce que ma doyenne Mme Dior-Falso a dit, qui a beaucoup d'expérience en matière de parquet, qui vous a dit également que pendant toute sa carrière, en tout cas, elle n'a pas senti effectivement ce qu'on est en train de dire que les magistrats sont sous pression, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Encore, pour la répéter, l'indépendance, ce n'est pas dans le système. L'indépendance, c'est par rapport aux personnes. S'agissant des dispositions, des garanties statutaires en termes de loi et de décret, on en a suffisamment. Vous avez la Constitution qui décrète le principe de l'indépendance de la justice. Vous avez dans le code pénal, le code de procédure pénale, le statut de la magistrature qui a été renforcé dans le cadre de la dernière réforme de 2017 avec des points forts pour accentuer en tout cas les garanties statutaires des magistrats. Vous avez quand même des instruments qui permettent à un magistrat qui le veut d'exercer son métier en toute indépendance et en toute impartialité. Maintenant, le reste, c'est un problème de personne, c'est un problème d'homme, mais je pense qu'un magistrat qui va être indépendant, il a tous les moyens et les instruments pour exercer son métier en toute indépendance. En plus de cet aspect de l'indépendance, nous avons également, dans le cadre des actions menées pour rendre l'indépendance beaucoup plus effective, envisagé la réforme du système d'évaluation des magistrats. Parce que l'indépendance qu'on crie à l'interne, c'est de dire non, moi je ne suis pas affecté, on ne m'a pas donné de poste. Attention, les magistrats sont 600 au Sénégal. Et les postes qu'on dispute ne font pas 30. Dans chaque région, il y a un TJ. Un TJ, c'est un procureur, un président. Est-ce que tout le monde peut occuper en même temps les postes? Je ne pense pas. Le reste, c'est un problème de destin. Maintenant, le ministère, pour être beaucoup plus transparent, a dit, dans le cadre de la réforme initiée et réalisée en 2017, que maintenant, l'avancement se fait sur la base d'une évaluation objective. Et la loi est là, nous sommes réunis et nous avons défini ensemble, ce sont les magistrats eux-mêmes, en tout cas, toutes les catégories confondues,
ils se sont réunis, qui ont défini leur propre grille d'évaluation, en disant au procureur, voilà vos grilles d'évaluation qui sont des critères et des indicateurs de performance. Dans l'année, si vous faites ceci, vous avez tant de points. Si vous ne le faites pas, vous perdez tant de points et on vous note. Et par rapport à la notation, on vous propose pour votre avancement. Voilà ce qui a été fait parmi tant d'autres actions qui quand même tendent à rendre beaucoup plus effective l'indépendance de la justice. Maintenant, si on parle en termes d'indépendance également, j'invite à ce qu'on soit précis. S'il y a des cas, on ne peut pas se lever pour dire que tous les magistrats ne sont pas indépendants. Tout le monde ne peut pas être au même niveau. Mais s'il y a des cas qui sont révélés être des cas typiques de manque d'indépendance, on n'a qu'à le soulever. Et même si ça existe, c'est des cas très rares. Le ministre a l'habitude de dire sur 100 dossiers, sur 300 dossiers en cours au tribunal, si l'État est intéressé, ce serait 0,1 ou 2%. Et les praticiens, les acteurs de la justice qui sont ici présents peuvent en témoigner. Le contentieux pénal qui se passe au tribunal, pour 99%, l'État du Sénégal, le ministère de la Justice et les autorités politiques n'ont pas de problème, n'ont pas d'interférence à faire. Maintenant, le reste, c'est des réalités socioculturelles qui sont là. Chacun peut se lever pour dire, appelle-moi tel procureur pour une intervention. Ça, le politique le fait, le religieux le fait, le citoyen lambda le fait, tout le monde le fait. Mais si on veut résumer ça en termes de manque d'indépendance, ça va poser problème. Je voudrais donc, dans le cadre de tous les débats qui sont en cours, de poser des actes concrets où des manques d'indépendance ont été relevés, et j'en suis sûr que le ministre, tel que je le connais, et sa volonté de rendre une justice impartiale, neutre et efficace, à chaque fois qu'il est au courant de manquements émanant d'un magistrat ou de dysfonctionnement, il va prendre les dispositions idoines pour faire face à cette situation.